Plume de Mimi Édition, la romance dans tous ses états. Allez, bonjour Émilie, aujourd'hui je te reçois pour une petite interview. Tu vas nous présenter un petit peu qui tu es et sur la maison d'édition Plume de Mimi, donc, et tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es, comment tu as commencé un petit peu aussi dans l'édition et voilà un petit peu tout ça. Tout d'abord, bonjour. Alors présente-toi un petit peu à ceux qui vont nous écouter. Au départ, tu es éditrice donc chez Plume de Mimi. La maison d'édition, elle a 5 ans. Alors raconte-nous un petit peu avant de parler de la maison d'édition, ton petit parcours personnel, un petit peu, voilà. Comment t'es arrivé toi dans l'édition aussi, puisque voilà. Alors on t'écoute. Eh bien, bonjour. Donc, en effet, je suis Émilie Achin et donc, dans un premier temps, j'ai toujours écrit, moi, en tant que femme, mère, j'ai toujours aimé écrire, mais même déjà enfant, j'aimais beaucoup inventer des histoires, en écrire, échanger des lettres avec les copines, etc. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. La lecture, c'est pareil, c'était des week-end entier enfermé dans ma chambre à lire dès le plus jeune âge. Et puis, il y a eu une période dans ma vie où j'ai eu un petit coup de mou et j'ai eu besoin de faire quelque chose qui me montrait que j'étais quelqu'un, que j'étais pas... que je valais quelque chose. Et du coup, j'ai voulu... commencer à écrire et à faire connaître mes écrits. Donc, j'ai créé un compte sur l'application Wattpad et puis j'ai commencé à me lancer dans l'écriture réellement, à faire connaître un petit peu mes écrits. Ça a plutôt bien fonctionné. Donc, à l'époque, moi, j'avais un job, j'étais… j'étais conseillère clientèle, donc j'avais un job en CDI, j'avais une situation correcte, tout allait bien dans ma vie professionnelle. Mais il y a eu cette période où après, j'ai voulu me lancer dans l'auto-édition parce que c'était compliqué pour moi de donner mes écrits à des éditeurs que je ne connaissais pas. Donc j'ai préféré me lancer dans l'auto-édition. Donc, je me suis formée en même temps que je publiais mes livres. Et puis, ça m'a vraiment plu. Et puis, il y a eu un petit moment où mon conjoint m'a dit, bon, là, ton travail plus tes livres, ça fait beaucoup. Il va falloir faire un choix. Mais quel que soit ton choix, je te suivrai. Donc, je lui ai dit, mais moi, j'ai bien une idée, mais ça remet beaucoup de choses en question quand même, parce que c'est pas rien créer une maison d'édition. Donc là, moi, je lui ai lancé cette idée-là. Je lui ai dit, écoute, je suis capable de le faire pour moi. Je sais que je suis capable de le faire pour les autres. Et il y en a beaucoup qui ont besoin de ça, qui ont besoin de quelqu'un pour les épauler, pour les guider, pour le faire à leur place, tout simplement. Et du coup, il m'a dit, écoute, t'es jeune, fais-le, je te suis, on a les épaules pour. Et puis si ça ne marche pas, t'arrêtes et tu reprends un autre boulot. Et puis voilà, c'est tout. Donc, j'ai eu cette chance quand même parce que sans mon conjoint, je ne me serais jamais lancée. Il m'a vraiment motivée. Il m'a dit, vas-y, allez, lance-toi. Et du coup, tu as fait une formation ou même… Exactement. Voilà, c'est ça, ce que tu me disais, d'éditrice de… Ben oui, en fait, moi, pendant un an, j'ai fait une rupture conventionnelle à mon ancien boulot pour me former pendant un an. Donc, pendant un an, j'ai vraiment fait toutes les formations possibles pour tout ce qui va être gestion, comptabilité, services juridiques. Je voulais vraiment me renseigner déjà sur l'entrepreneuriat pour pouvoir savoir gérer une entreprise sans me mettre des bâtons dans les roues toute seule et puis pour pouvoir répondre aux questions de mes auteurs sans avoir à réfléchir longtemps ou à rechercher. Et puis, je me suis aussi formée sur le métier de l'édition, tous les métiers qui tournent autour de l'édition, parce qu'il n'y a pas qu'un seul métier, il y en a plusieurs. Donc, je me suis formée autour de tout ça. Après, tout ce qui va être correction, un petit peu de graphisme, même si c'est pas moi qui fais le graphisme des couvertures aujourd'hui, je fais quand même tous les visuels, Facebook, Instagram, Twitter, etc. TikTok, les vidéos, etc. C'est moi qui les fais, donc je suis pas une pro du graphisme, mais j'arrive quand même à gérer pas mal de choses.
Et puis après, tout ce qui est marketing, déjà, j'étais déjà formée parce que c'était mon ancien métier, mais j'ai aussi fait une remise à niveau de tout ça parce que forcément, ça évolue toujours. Hein. Donc voilà, j'ai… Donc, tu es arrivé là-dedans, voilà, comme Ouais. tu le dis, pour l'auto-édition. Après, tu as voulu faire, tu as continué puisque ça avait bien marché. Puis après, donc, tu as créé la maison d'édition. Donc, toi, déjà, tu écrivais dans quel domaine? Dans la romance, déjà, c'est ça? C'est ça. Donc, tu étais Ouais. déjà dans le, comment dire, dans cette catégorie d'ouvrage. Donc, du coup, Oui. du coup, tu avais un métier, tu as arrêté ton métier, formation, et là, on lance la maison d'édition. Et là, tous les aléas de l'entrepreneuriat, bien sûr, avant tout, il faut voilà, les immatriculations, etc. Bon, ça, on le sait, voilà, on connaît tous maintenant un petit peu tout ça. Et alors, et du coup, donc, création d'un site web, j'imagine. Oui. Voilà, ça pareil. Toutes les techniques que tu as dû apprendre aussi pour le site web, parce que le web, c'est quand même une spécialité, il faut connaître pour pas se lancer Oui. dans l'aventure. Voilà, tu me contrediras pas, c'est ce que… Ah non, mais ça, du coup, c'est pareil. En fait, j'ai pu bénéficier, si tu préfères, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de rencontrer ça s'appelle l'Espace des entrepreneurs. C'est un organisme qui aide les entrepreneurs dans tout, mais absolument tout. Et eux, ils m'ont permis d'avoir une formation web pour créer mon site web. Enfin, je l'avais déjà créé, mais c'était artisanal. Voilà. C'est ça, mais c'est souvent… C'était pas hyper top, mais eux, ils m'ont formé pour pouvoir créer moi-même mon site et maintenant, je peux gérer mon site de A à Z. On croit souvent, voilà, c'est ça. En fait, voilà, là, tu viens de le dire aussi, c'est qu'on croit souvent que le site web, on va le créer, c'est facile. Oui, ah non. créer un site web, oui, vous allez le mettre en ligne, ça oui, mais créer un site web qui va être attractif et qui va correspondre à ton secteur d'activité, c'est pas pareil. Il y a ça, et puis c'est pareil. Après, il faut savoir gérer le magasin du site web, parce que la boutique, c'est pas évident de trouver les moyens de paiement, les moyens de livraison, etc. Faut tout connaître pour pouvoir le gérer correctement, parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est pas évident. Il faut savoir le faire. Et après, alors, du coup, bon, là, tu montes ton site web, la maison d'édition, donc elle existe, le site web est prêt. Au départ, tu as commencé qu'avec tes ouvrages, j'imagine? Alors non, en fait, au départ, j'ai même pas pu commencer avec mes ouvrages parce que j'étais en auto-édition, mais j'avais un contrat avec une entreprise pour les auto-éditeurs qui s'appelle toujours BOD, enfin BOD. Et en fait… C'est l'imprimeur, d'ailleurs. C'est ça. Et en fait, j'avais signé pour 1 an et je ne pouvais pas récupérer mes droits. Alors, en fait, c'est trop drôle parce que tu t'auto-édites, mais tu leur donnes quand même tes droits. Alors, bon, bref. Je voulais parler juste de BOD, c'est très bien pour l'auto-édition quand vous voulez avoir une solution, mais prenez en compte que BOD, à la base, attention, ce n'est pas un éditeur. C'est un éditeur maquillé, c'est un imprimeur. Attention. C'est ça. Mais ils te prennent quand même tes droits. Tu as quand même un contrat. Oui, mais c'est ça que je vais expliquer une chose. Pourquoi des imprimeurs se mettent éditeurs? La raison est simple. Quand vous êtes imprimeur, vous vendez un livre à 3 € sorti d'imprimerie à l'auteur. Quand vous êtes une maison d'édition comme BOD veut se dire en plus, vous le vendez 7 € sorti d'impression. Il maîtrise l'impression, l'édition. Donc, du coup, il vous le facture 2 fois et demi. C'est juste une question de business. Et aujourd'hui, ne tombez plus dans le panneau de ça. Aujourd'hui, on peut critiquer, alors je reviens sur ça, sur Amazon, qui est certainement le plus honnête au final, parce que lui, il ne se dit pas éditeur. Lui, il imprime vos livres à la demande et il le dit. Alors, on peut critiquer Amazon, mais au moins sur ça, ils sont transparents. Exactement, c'est vraiment la possibilité de vendre vos livres gratuitement, c'est-à-dire sans contrat et sans laisser vos droits d'auteur à quelqu'un d'autre qui ne fera rien pour votre livre, parce que finalement, BOD, ils sont peut-être, entre guillemets, une maison d'édition pour les auto-édités, mais finalement, c'est quand même nous qui payons les correcteurs, les graphistes, etc. Il n'y a rien qui est fait de leur côté. Il faut savoir que chez BOD, la pub, elle est payante, comme sur Amazon.
attention, voilà. Alors, ça, c'est juste un truc aussi. C'est bien d'en parler avec toi parce que bah, tu es éditrice aussi, tu comprends, tu sais ce que. Bah, tu connais les mêmes choses que moi et tu vois les mêmes pièges que je vois tous les jours. Et des gens, ou des gens je vois des gens qui sont super contents d'être édités chez des maisons à compte Ok. d'auteurs Oui. maquillés en compte d'éditeurs. Alors, je ne vais pas citer de nom parce que je suis pas là pour en citer, mais on en connaît au moins tous les deux. Et je suis sûr qu'on a les mêmes références, au moins deux, trois, quatre. Et les gens, et je vois des auteurs qui sont super contents d'être édités chez eux. Et là, je dis non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas un contrat d'édition, les amis. Ben, C'est rien du tout. voilà, en fait, C'est rien du tout, moi, t'as ça rien fait quand gagné. même. Voilà. Parce que moi, Moi, je ça peux fait le quand même faire et 5 j'ai ans fait que j'ai des. créé et j'envoie énormément. Il y a 5 ans, quand j'ai lancé ma maison d'édition, on me disait, mais c'est pas possible, tu n'arriveras jamais à gagner ta vie, tu n'arriveras jamais à vendre suffisamment pour te verser un salaire. Mais je disais, c'est impossible pour moi d'être éditrice et de faire payer à mes auteurs la correction de leurs livres. C'est pas possible, c'est pas normal, c'est pas logique. Alors, Donc voilà. l'éditrice aujourd'hui, c'est ça. Il faut faire le juste milieu entre dire, OK, on va financer la couverture, la correction, tout ton livre, un peu de promotion à hauteur de la grandeur de la maison d'édition et des règnes de la maison C'est d'édition. ça. C'est Et ça. à hauteur de la maison d'édition, parce qu'il ne faut pas non plus dire, ah, je vais faire la grosse promo quand tu ne peux pas le faire, parce qu'il faut le Oui. dire aux auteurs. Et beaucoup de maisons d'édition, ben, vaut mieux être transparent, comme toi tu l'es. Et en plus, il faut dire aussi aux auteurs, ben, chacun, comment dire, il faut aussi qu'un peu l'auteur aide la maison d'édition. Tu vois, c'est gagnant-gagnant Ah aussi. ben oui, ben de toute Et alors, façon. il faut le dire aussi que la promotion, c'est à hauteur de la maison d'édition, malheureusement. C'est ça que je veux dire. Exactement. C'est l'éditeur, il se doit de faire un peu de promotion, mais toujours à hauteur de la maison d'édition parce que la marketing, c'est très cher et tu ne peux pas mettre en danger une maison d'édition avec la promotion. Donc, c'est chacun qui va aider l'éditrice et l'éditeur à Bien sûr. promouvoir le livre et la maison d'édition. C'est la mutualité un éditeur. C'est-à-dire que tout le monde est ensemble pour faire quelque chose et pour promouvoir la maison d'édition et tous les livres. Donc, si l'auteur il est meilleur que notre, après, ça dépend au niveau de la promotion de l'auteur, lui spécifique, mais voilà, c'est ça. Une maison à compte d'éditeur, c'est ça aussi. C'est-à-dire que l'éditeur, il engage des frais, mais il faut que l'auteur aussi donne aussi de sa personne, puisque ben, Oui, c'est tu n'es pas donnant-donnant, tellement en Lévy, effet. tu n'es pas Hachette, tu n'as pas 3 siècles d'existence et tu n'as pas de lobby derrière toi qui bloque et tu ne fais pas d'envoi sauvage aux libraires pour qu'ils soient obligés d'acheter tes livres. Non, mais même de toute façon, comme je te disais précédemment, il faut être honnête. Tu n'achètes pas un livre pour l'éditeur, tu achètes un livre pour l'auteur, parce que tu aimes Voilà. l'auteur ou parce que tu aimes le livre, l'histoire, le résumé, la couverture, mais l'éditeur, en fait, tu t'en fous. C'est ça. L'éditeur, il est là pour faire l'objet libre au départ déjà, Voilà. pour qu'il soit présentable, éditorialement, je dirais, c'est-à-dire les fautes d'orthographe, les coquilles, la Voilà. petite syntaxe, comment dire, l'angle du livre, c'est-à-dire sur certaines histoires, tu peux modifier à peine l'angle sur des choses comme ça pour Oui, le rendre un après, peu plus attractif au public, bon, sans modifier le livre, mais tu sais que des fois, on essaie en de fait, ça dépend des auteurs, modèle. hein. On s'adapte. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je m'adapte aux auteurs. C'est-à-dire qu'il y Voilà, a c'est des ça, auteurs mais qui vont bon, avoir besoin que je reprenne tout de A à Z. Il y a des voilà. auteurs qui ont la bonne histoire, mais il va manquer d'émotion, il va manquer de certaines choses. Et moi, mon job, c'est de dire, bah, tu vois, là, à cet endroit-là, il faut ajouter une scène, il faut ajouter des émotions. Voilà, Ou c'est ça. ben là, à cet endroit-là, il faut absolument retirer cette scène-là parce qu'elle ne sert à rien. Elle va planter le lecteur et limite, il va fermer le livre, il ne va plus jamais l'ouvrir alors que Voilà, l'histoire, elle est géniale. c'est Enfin, exactement voilà, ça. moi, mon job, c'est aussi ça. Enfin, après, le job d'un éditeur, il est très, très large. On a beaucoup de casquettes. Mais voilà, après, c'est très important. Ceux qui ne savent pas faire d'auto-édition, parce qu'en fait, les auto-édités, c'est des éditeurs. Hein, Alors, ils le sont problème de éditeurs l'auto-édition aujourd'hui, c'est ça, c'est que ce que tu viens de dire, en fait, ce n'est pas un problème, c'est qu'on a donné les moyens à n'importe qui d'écrire et d'éditer un livre, mais le problème, alors c'est pas un problème, c'est qu'au départ de toute chose, comme on leur vend un peu en leur disant c'est facile, vous mettez ça, mais il y a quand même des bases solides à connaître, hein, à avoir, surtout, tu vois ce que je veux te dire, parce que s'auto-éditer, ça veut dire la promotion du livre, l'écriture, la correction.
Bah, c'est le job d'un éditeur, en fait. Voilà. Quand Donc, et tu veux aujourd'hui, t'auto-éditer, il faut que tu sois capable de porter toutes ces casquettes-là et de savoir tout gérer ou alors de payer pour qu'on le fasse pour toi, c'est-à-dire de payer un correcteur, de payer un graphiste, de payer un illustrateur, de payer tout ce qui peut être en rapport avec ton livre. Et si ton livre, tu le sors sans tout ça, sans correction, sans une couverture professionnelle ou autre, ben, soit ton livre, il va faire un flop, soit il va ramasser des critiques affreuses et tu vas te sentir mal et tu vas te dire je suis un raté, alors qu'en fait, ton livre, il aurait pu être très bien s'il avait été mis dans les bonnes mains. exactement, voilà. Donc là, on en est là. Bon, voilà, là, tu as expliqué un petit peu ton job. Je suis assez content qu'on ait pu discuter de ça aussi, puisque ça montre un petit peu aussi, parce qu'attention, éditrice, voilà, c'est pour montrer aussi tout ce que tu dois gérer aussi. Et Bien sûr. alors parle-nous maintenant un petit peu des pubs de Mimi par rapport, alors, ton angle éditorial, tout ça. Donc, on est dans la romance, hein, Oui. au sens général du terme, c'est ça, il me semblait. Alors oui, en fait, c'est la romance dans tous ses états. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Voilà, c'est ça. il y a plusieurs sous-genres. Déjà, la romance est un sous-genre de la littérature, mais là, moi, j'ai mis l'accent sur la romance parce que je suis une amoureuse de l'amour et enfin voilà, pour moi, un film, un livre sans une histoire d'amour, c'est nul. Donc Et voilà. d'ailleurs, on le voit. Et d'ailleurs, tu as tout à fait raison, même dans les films, des gros films d'action, etc., tu regardes, il y a toujours une histoire d'amour. Mais Tout c'est ça. ça. À un moment donné, Bruce Willis ou n'importe qui, il arrive toujours à embrasser une Voilà. meuf à la fin. Ah ouais. Voilà, c'est exactement ça. Donc, toi, t'as des, voilà, il y a eu une ampleur aussi à un moment donné, il faut le dire aussi, sur la romance et sur les sous-genres, biker, militaire, etc. C'est ça. Grâce à qui? Grâce à d'ailleurs à Amazon qui, les premiers Amazon, Wattpad, etc. C'était les premières fois qu'on voyait des nouveaux auteurs qui écrivaient dans ce genre plus précis. Oui, bah, puis il y a eu Hugo aussi, Hugo New Romance. Enfin voilà, il y a Voilà, eu pas mal de maisons d'édition qui sont nées suite à voilà, l'explosion de la romance. Et c'est c'est pour ça. ça qu'en fait, moi, j'ai voulu créer ma maison d'édition sur la romance en général. Et bah, tous les livres de chez Plume de Mimi Édition comportent une histoire d'amour. Maintenant, parfois, elle va être mise un petit peu plus en second plan parce que bah, on va juger que l'histoire, elle est plus importante, enfin, l'histoire de base est plus importante que l'histoire d'amour, donc on la met en deuxième plan, mais il y en a une quand même. Donc après, c'est pour ça que chez Plume de Mimi Édition, on en a pour tous les goûts. Pour ceux qui sont pas très romantiques, pour ceux qui le sont beaucoup. Et enfin, moi, des fois, il y a aussi des gens qui me font rire en salon ou autre, qui me disent oh bah oui, mais dans tous vos livres, il y a des scènes un peu olé olé. Mais je dis non, pas forcément. Il y a des livres qui peuvent être totalement lus par des adolescents. Après, il y a des livres que je conseillerais pas à n'importe qui. Mais vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y a du fantastique, il y a de l'historique, il y a du policier, du thriller, du romantique vraiment basique, sentimental. Après, il y a de la new romance avec là un petit peu de scène olé olé, Oui, comme on bon, dit. mais ça, c'est, voilà, oui, oui, Et tout à fait. voilà. Et du coup, alors, oui, alors ça arrivé aussi, la New Romance, un petit peu avec, j'ai l'impression, à l'époque, avec le film, le livre 50 nuances de Grey, etc. J'ai l'impression, alors tu me diras si c'est vrai ou faux, mais c'est un petit peu ça qui a comment dire, qui a envoyé le monde de la. Alors, c'est la New Romance, 50 nuances de Grey aussi, oui, finalement. Oui, oui, bah c'est même limite de la romance SM. Ouais, alors ouais, on est dans des Ouais. choses, voilà. Mais c'est un petit peu ça qui a propulsé tout ce Il genre y a eu littéraire. ça, il y a eu After aussi qui Voilà, c'est ça. After, ça va plus être de la new romance parce que c'est bon bah c'est de la romance pure et dure avec des scènes de sexe. En gros, la new Voilà. romance, Il c'est y a ça. eu, il y a eu aussi Calendar Girl aussi, il me semble, il n'y a pas longtemps. Oui, oui, oui. Oui, oui, exactement, ouais. Tu vois, ben, c'est tous ce genre de livres qui t'ont fait connaître du grand public, qui ont Oui. amené aussi, j'ai l'impression aussi, beaucoup de lecteurs à découvrir le genre qui existait, bien sûr, mais qui n'était pas catégorisé comme tel aujourd'hui. Voilà. Bah, après, Guillaume Musso ou Marc Lévy, ils sont classés en genre littérature, mais bah, il y a de la romance dans tous leurs livres. Donc, c'est de la littérature, mais c'est de la romance. Donc, finalement,
tu sais, il y a parfois des libraires qui refusent les livres de maisons d'édition comme la mienne parce que c'est de la romance. Mais si on leur dit c'est de la littérature, ben, ils les prennent. Donc, tu vois, en fait, c'est pas entré dans toutes les têtes et il y a encore des professionnels qui arrivent à rebuter les autres, tout ça parce qu'on dit qu'on écrit de la romance ou qu'on édite de la romance. Tout à fait, voilà. Mais aujourd'hui, ben, ta maison d'édition, aujourd'hui, tu représentes 30 auteurs, c'est ça, tu m'as dit? C'est ça. Il y a un peu plus de 100 livres au total dans la maison d'édition et il y a une trentaine d'auteurs. Une trentaine d'auteurs. Alors, comment tu fonctionnes, toi, au niveau de la diffusion, etc.? Tu as un diffuseur, tu es régional, national, j'imagine Vinicom, etc., toutes les bases déjà de la diffusion. Après, tu as des libraires. Comment tu fonctionnes? Tu es plus régional, national quand même? Alors, national, oui, puisque tu vas être sur Amazon, etc. Mais en termes de diffusion physique, peut-être, comment tu fonctionnes? Si en fait, ça dépend. En fait, moi déjà, j'ai un imprimeur qui est dans le nord de la France, donc qui est à même pas 1 heure de chez moi. Et cet imprimeur s'occupe aussi de la diffusion, plutôt de la distribution. Diffusion et distribution sont deux choses différentes. Donc, la présence dans les librairies pour Plume de Mimi Édition, elle est assez exceptionnelle, elle est assez rare. Parce que c'est moi qui suis obligée de m'occuper de cela. C'est moi qui suis obligée d'entrer en contact avec les libraires ou les grandes surfaces pour proposer les livres. Et puis, en général, c'est du dépôt-vente. Ils ne nous achètent pas directement notre stock. Ils nous disent, on va le mettre en rayon et puis ce qui sera vendu, on vous paiera. Et puis, ce qui sera vendu, on vous le rend. Il faut dire aussi, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut dire aussi, juste pour situer, le dépôt-vente aussi, ça demande du travail sans savoir si ça va envoyer derrière. Donc, souvent, et un budget aussi. Voilà, et un budget. Alors, souvent, même moi, pour les cardibooks, etc., je fais l'impasse puisque ça ne rapporte pas forcément. C'est pas quelque chose qui va faire vendre. Ça dépend. Il y a des libraires. Par exemple, moi, je suis partenaire avec la FNAC de Pamiers, dans le sud. Et en fait, on a une partie de notre catalogue assez importante chez eux et ça se vend très bien. Et on en demande. Donc après, ça dépend des endroits. Il y a des petits libraires comme la maison de la presse du coin de la rue, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'embêter à mettre des livres là-bas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ne sert à rien de mettre des livres là-bas parce qu'ils ne vont pas forcément vendre en quantité. Et puis également, ils ont déjà du mal à se payer, eux, à vivre de leur métier. Donc après, pour nous, les éditeurs, ou pour même un auteur auto-édité, c'est très compliqué de… En fait, voilà, c'est ça, c'est la bascule entre quantité et charge de travail, tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Entre rapport, parce que voilà, aujourd'hui, il faut dire aussi qu'en tant qu'éditrice aussi, tu es obligé de regarder, oui, forcément, les chiffres et la comptabilité. Exactement. C'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'on dit. Alors souvent, tu sais, je vois des auteurs ou même des gens qui disent « Ouais, mais c'est du business. » Et oui, malheureusement, aujourd'hui, ça en est là et c'est comme ça. Oui, après, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Le livre a toujours été un élément de business. Enfin, il a toujours été vendu. Donc, forcément, quelque chose qui est vendu, il fait partie d'un business. Et il doit y avoir un équilibre. Là, à l'heure actuelle, être éditeur, par les grosses maisons d'édition, mais sinon, les éditeurs, ils ne gagnent pas un salaire mirobolant. On ne s'achète pas une Porsche en étant éditeur. Non, mais voilà, c'est loin d'être le cas. Enfin, je veux dire, c'est un business comme un autre, mais si on avait ouvert une petite supérette, on gagnerait peut-être autant. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Voilà, c'est pour dire aussi que il y a une part de commerce aussi, c'est obligé. Et pour que la maison d'édition tourne aussi, c'est pour ça que des fois, quand j'entends des fois des gens qui me disent ouais, la maison d'édition a pris une décision, ça ne plaît pas aux auteurs, etc. Ça peut arriver, oui, mais l'éditrice, elle est obligée de prendre des décisions en rapport avec, pour le bien-être de la maison d'édition et pour les auteurs aussi, puisque des décisions, c'est à toi de les prendre. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Les décisions, tu dois trancher, tu dois faire des choses qui soient sur le long terme, qui stabilisent la maison d'édition financièrement, qui soient aussi à l'avantage des auteurs sur le long terme, puisqu'on ne le voit pas des fois de suite, mais il y a des décisions qui sont très importantes à prendre et que tu vas prendre toi pour la longévité des ouvrages, etc., et que ça tourne mieux. C'est comme ça aussi. Exactement. Même si au premier abord, ça peut paraître
pas forcément logiques ou n'importe quoi, mais voilà, c'est pour expliquer aussi la difficulté et tous les aléas du métier aussi que tu as à gérer. Oui. Ah oui, 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 mais de toute façon, après moi, c'est ma façon de travailler. J'explique beaucoup de choses à mes auteurs. J'ai un groupe où je parle énormément à mes auteurs, où je leur explique les nouveautés, les choses que je mets en place pour mieux vendre ou pour mieux nous faire connaître. C'est surtout ça, en fait, que je cherche, c'est à mieux faire connaître mes auteurs. Pour moi, c'est le plus important. Donc, voilà, je leur explique beaucoup de choses. Après, il y a des choses pour lesquelles ils ne vont pas forcément être d'accord et ils me le disent, mais il n'y a pas de souci. Je suis ouverte au discours et je suis transparente avec eux et je leur explique le pourquoi du comment. Je leur dis, par exemple, si je ne mets pas tout le catalogue Plume de Mimi Édition sur les abonnements Kindle, Kobo, etc., c'est tout simplement parce que ça nous rapporte beaucoup moins que de les mettre juste en vente. Dans les abonnements, tant que le livre n'est pas lu, nous, on n'est pas payé. Donc, si le lecteur le met dans sa bibliothèque et se dit, je le lirai plus tard, pendant ce temps-là, nous, le livre, il est bloqué aussi. Dis-le aussi, voilà, et tu es bloqué aussi si tu le mets dans l'abonnement, tu ne peux plus mettre ton e-book ailleurs. Non, si. Avec Amazon. En fait, moi, au niveau distribution, en tant qu'éditrice, j'ai la chance d'avoir un distributeur qui s'appelle Immatériel. Ouais. Je travaille avec Immatériel et ils nous permettent justement de mettre sur tous les sites et même dans tous les abonnements. Si on le souhaite, on peut être chez Nextory, Kobo, dans le Prime d'Amazon. On peut être partout. Mais le but, c'est pas de tout mettre parce que sinon, on ne vend plus rien. Oui, je comprends ce que tu veux dire aussi. Et puis, il faut dire aussi que chaque abonnement a sa catégorie un petit peu de lecteur, tu sais. Oui. Il faut le dire aussi, c'est que il y a plein de plateformes, mais il y a plein de plateformes où il y a plus une tendance au romance, une tendance, je sais pas moi. Oui, fantastique. C'est ça. Chaque plateforme a un petit peu son lectorat. Donc, il faut étudier un petit peu les plateformes, regarder un petit peu ce qu'elles proposent et se mettre sur la bonne, c'est tout. En fait, c'est comme ça que ça marche aussi. Alors, et toi, comment tu fonctionnes ensuite? Bon, tu as édité le livre, quand l'auteur il vient chez toi, alors tu acceptes encore des manuscrits actuellement Oui, alors j'accepte encore des manuscrits, mais là, il me reste très peu de place pour 2024, voire pas du tout. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, j'accepte encore des manuscrits, mais par exemple, là, en ce moment, oui, j'accepte les manuscrits sur les romances de Noël parce que en fin d'année, je peux encore en caler un ou deux maximum. Mais sinon, après, c'est pour 2025. Si je reçois des manuscrits qui me plaisent et que je propose un contrat, ça sera forcément pour début 2025. Mais bon, après, il y a des auteurs à qui ça convient très bien, qui préfèrent justement avoir le temps pour revoir un petit peu leurs manuscrits, pour faire un petit peu de pub en avant-première. Enfin, voilà. Il y a des auteurs à qui ça convient très bien et il y a d'autres auteurs qui sont un peu trop pressés et qui, du coup, se disent « Bon, je ne vais pas l'envoyer chez Plume de Mimi Édition. Même si j'aimerais bien travailler avec eux, je vais l'envoyer ailleurs. » Le problème, c'est que des fois, il faut savoir être patient. Si on veut vraiment travailler avec un éditeur ou avec une maison tu ne peux pas envoyer 50 ou 200 livres par an, c'est pas possible. C'est ça, mais après, il faut savoir être patient parce que parfois, il y a des auteurs qui sont trop pressés, qui se disent, bon, tant pis, par dépit, je vais aller dans telle maison d'édition. Et puis, arrivé là, soit l'édition ne leur plaît pas, soit la maison, elle ferme, soit elle fait n'importe quoi, ou l'auteur n'est pas payé. Alors après, c'est pas pour dénigrer les autres maisons d'édition parce qu'il y en a énormément en France et il y en a des très bien. Mais malheureusement, j'ai été confrontée plusieurs fois depuis l'ouverture de ma maison d'édition à ce genre de problème, que les gens sont trop pressés, ils se disent, bon, tant pis, vu que c'est pas possible chez Plume de Mimi avant autant de mois, je vais l'envoyer ailleurs. Et il l'envoie dans une toute nouvelle maison d'édition ou dans une maison d'édition qui bat un peu de l'aile. Et puis, arrivé là, ils sont déçus. Et là, le problème, c'est qu'après, ces auteurs-là, ils sont déçus de l'édition en général. Ils ne sont pas déçus d'une maison d'édition, ils sont déçus de tout ce qui tourne autour de l'édition. Et du coup, c'est des auteurs qui, après, soit ils vont arrêter d'écrire, soit ils vont se laisser tenter par l'auto-édition, mais rares sont ceux qui vont vraiment y parvenir parce que c'est ce que je disais plus tôt, pour se lancer dans l'auto-édition, il faut savoir porter les casquettes qui tournent autour de l'édition, il faut savoir gérer
les choses. Donc, honnêtement, enfin voilà, c'est pour ça que je le répète, il faut vraiment parfois savoir attendre et voir son heure de gloire arriver petit à petit. Oui, voilà. Et toi, après, alors, l'auteur, bon, du coup, j'imagine, voilà, comme tu viens de le dire, donc toi, tu travailles la correction, la couverture. Donc, l'auteur, voilà, il a son livre, donc prêt à vendre. Donc, après, comment tu fais? En fait, tu dis à l'auteur, vous prévoyez une date, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un événement avant? Comment tu fonctionnes au niveau des lancements, des livres et tout ça, qu'un petit peu tout le monde comprenne comment toi, tu vas fonctionner. Alors, de base, j'imagine, parce que on a tout un petit peu. Est-ce que tu t'adaptes au livre ou tu as vraiment une trame de lancement que tu lances tout le temps, la même chose ou comment Bah, tu. je fais la même chose pour tous les auteurs parce Ouais, que je veux pas qu'il y ait de jaloux ou quoi que ce soit. Donc, je veux que tout le monde soit, enfin, bénéficie des mêmes, de la même promotion. Donc, bah, moi, je retravaille l'édito avec l'auteur. Une fois que l'édito est terminé, je l'envoie en correction. Une fois que la correction est faite, je la renvoie à l'auteur, il la vérifie. Et puis après, je fais la mise en page. En gros, je prépare vraiment le livre prêt, pour qu'il soit prêt pour la sortie. Et puis, je l'envoie à des relecteurs qui le lisent premièrement pour le plaisir, qui vont ouais. aussi me faire une chronique dessus, mais qui vont aussi voir s'il y a des dernières coquilles qui seraient passées à l'as. Malgré tout, il se peut qu'il y en ait toujours. Donc voilà, ils me font un retour complet. Et puis moi, pendant que le livre est en relecture, je prévois avec l'auteur la date de sortie. Je fais des visuels pour la promotion, je lui envoie et je commence à programmer un petit peu la révélation de la couverture et après les publicités avec le résumé, etc. Et une semaine avant la sortie du livre, je mets en place des précommandes. Donc souvent, les précommandes sont dédicacées parce que j'ai des super auteurs qui acceptent de recevoir le stock chez eux, de dédicacer et d'envoyer chez les lecteurs. Donc la plupart du temps, j'ai cette chance-là, donc j'en profite. Donc je fais les précommandes dédicacées et le soir de la sortie, donc là par exemple, aujourd'hui, on a Army of Shadow qui est sorti de Ellis. Et ce soir, à 23h59 et 59 secondes, s'arrêteront les précommandes dédicacées. Et du coup, demain, j'envoie la commande chez l'éditeur, chez l'imprimeur, pardon. Donc, l'imprimeur enverra directement le nombre d'exemplaires à dédicacer chez l'auteur. Donc, après, il faut savoir que quand on fait des précommandes dédicacées comme ça, il y a environ 15 jours d'écart entre la commande et la réception pour le lecteur. Oui, forcément, oui, oui. Et après, alors, tu fais un peu de publicité sur les réseaux sociaux Ah payantes, oui, peut-être, tu vois, publicité, j'imagine, Facebook qui marche très bien quand on l'a bien programmé, que tu as un bon truc, tu sais. Après, c'est ça, normalement, si tu l'as bien programmé, que c'est bien fait, tu arrives au bon endroit, au bon lecteur, quoi, qui sont intéressés oui, forcément. oui. Après, les algorithmes, ils ne sont pas toujours là pour nous aider, donc Non, mais bon, c'est ça, un c'est le peu principe, compliqué, c'est le mais principe. c'est… Alors oui, en effet, moi, je fais de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, un petit peu sur… comment ça s'appelle déjà avec l'arrobase. Read. Ah, Thread, ouais, alors ça, c'est Ouais. nouveau. Je ne connais pas encore la Oui, valeur exacte de ce réseau, c'est c'est plus. pas, c'est pas encore, bon, c'est un Twitter amélioré, mais bon, pour moi, enfin voilà, je n'arrive pas trop à m'habituer. Ouais, Donc, c'est un petit peu Twitter, c'est ça, c'est un peu ça. J'ai l'impression, parce que sur Instagram, il y avait, tu n'avais pas la possibilité de mettre des liens cliquables. Et là, tu regardes un oui, thread, tu as les liens cliquables. Donc, c'est leur façon à eux d'augmenter le taux de transformation, puisque Facebook a toujours le meilleur taux de transformation, tu sais. oui, Parce que Facebook, tu peux cliquer, c'est beaucoup plus simple et les gens sont beaucoup plus habitués à Facebook. C'est le premier réseau social. Donc, c'est le oui, réseau social historique que tout le monde a quasiment à 99%. Tu vois, oui, oui, même oui. si il est abandonné, enfin, il est abandonné. On dit qu'il est un petit peu abandonné par certains, mais il est repris par d'autres. Donc, du coup, au final, tu te retrouveras toujours avec beaucoup plus d'interactions sur Facebook
Je pense Bah que oui, et en fait, peux dire la même pour chose. moi, Facebook, c'est quand même le plus complet. C'est là où on peut vraiment bien échanger, etc. Après, enfin voilà. C'est vrai que c'est mon réseau social préféré, mais Moi aussi, j'utilise mais tout la de même base. les autres parce que je sais qu'il y a des lecteurs qui vont être, par exemple, que sur TikTok. Ou alors que sur Instagram. Enfin, moi, j'ai même des auteurs qui me disent, oh, moi, Facebook, j'y vais plus, j'en ai marre, c'est toujours le même, je vais sur Instagram. Donc après, il faut quand même un petit peu de pub sur Ouais, Facebook, alors mais faut ça, faire un c'est peu de beaucoup tout, plus ça rare. c'est vrai. Mais c'est vrai que comme tu le disais, moi, je remarque toujours, et je discute avec plein de monde aussi, que ben, sur Facebook, on a toujours le meilleur taux de transformation. Oui. C'est-à-dire au niveau des ventes et des clics, etc. Moi, je regarde quand je fais de la pub ou quoi, ben, je me retrouve toujours avec Facebook devant Instagram, tu vois. Donc, voilà. Donc ça, c'est aussi ben, une passe, enfin, la base aussi, que tu travailles aussi avec ton auteur sur les réseaux sociaux pour lui faire acquérir des lecteurs, des choses comme ça. Donc, tu fournis aussi des visuels, ce qui est très bien aussi ben, pour faciliter un petit peu la tâche. Donc, tu joues vraiment le rôle à fond de l'édition. Enfin, t'as vraiment, voilà, c'est une vraie maison d'édition, c'est ce que je veux dire Ah aussi. oui. Voilà, c'est qu'on présente voilà, les plumes de Mimi comme voilà, ce qu'elle est aujourd'hui, avec toute cette base que tu as développée toi depuis 5 ans, avec ta trentaine d'auteurs, tes centaines de livres. Ça, la diffusion, l'impression, voilà, tu es complète et tu fournis à l'auteur quelque chose de complet et de tout Voilà. ce qu'il a besoin pour vendre. Et puis Bah, de après, ben, professionnels, en fait, hein. voilà, c'est ce qu'on a Voilà. dit. Après, ça marche, tu marches en, je dirais, en synergie avec tes auteurs pour pouvoir ben, t'aider à toi, les aider à eux, donner des conseils et permettre qu'ils ne soient pas lâchés dans la nature. Voilà, c'est ça aussi. Ah oui, exactement. Et puis après, bah, c'est ce que je te disais, j'ai vraiment de la chance parce que mes auteurs sont en général très accueillants, très bienveillants les uns envers les autres. Et puis, bah, quand il y a un nouvel auteur qui signe avec Plume de Mimi Édition, je le présente aux autres auteurs sur notre groupe. Je leur dis, bon, bah voilà, tel auteur arrive bientôt avec tel style de livre. Et puis, la plupart du temps, ça a fait réagir certains auteurs qui commencent déjà à suivre ce nouvel auteur pour voir un petit peu ce qu'il fait. Et après, ça se voit même en salon. En salon, notre stand, il est toujours joyeux. Voilà. Les gens viennent vers nous parce qu'ils voient qu'il y a une bonne ambiance sur notre stand et on rigole. Et ben voilà, c'est comme ça. Moi, j'aime bien que ce soit naturel, que ce soit cool. Voilà, ça aussi, c'est Parce ça aussi qu'il que, faut dire. voilà, Voilà. il y a des éditeurs, par exemple, qu'il faut surtout pas tutoyer, à qui il faut pas parler de certaines manières. Enfin, moi, Non, voilà, personnellement, toi, tout le tu monde peut me programmes dire tout ça, ce voilà, qu'il c'est veut. ça. Enfin, voilà, j'ai vraiment, je construis toujours une relation avec mes auteurs qui permet de chacun de notre côté, on se dit les choses. Après, il y a des auteurs qui n'ont jamais osé rien me dire et qui ont préféré partir sans faire de Ça, vagues pour autant, mais qui ont préféré ne rien dire et partir. Et puis, et ça, c'est enfin les voilà, aléas, ça, ça, les c'est aléas. les aléas du métier. Et Tu peux pas puis, c'est tout. convenir, Mais tu pourras pas après, convenir à tout le monde. exactement. Mais par contre, les auteurs qui sont là, ils savent très bien qu'ils peuvent me parler en toute transparence et moi, je leur répondrai en toute transparence. J'ai toujours été honnête, franche et très directe. Après, c'est vrai que je peux parfois être très directe et dire ce que je pense, mais sans jamais vouloir blesser qui que ce soit. C'est juste que, bah voilà, après, c'est mon job aussi de savoir dire oui ou de savoir dire non. Oui, tout Parfois, il y à a des fait. choses qui sont pas faisables et je dis non et c'est ferme, c'est catégorique. Je reviendrai pas dessus parce que c'est moi qui décide. C'est quand même moi, l'éditrice, l'entrepreneur de chez Plume de Mimi Édition. Bien Donc, sûr. il y a des choses pour lesquelles je vais pas pouvoir faire plaisir aux auteurs, mais je vais leur expliquer pourquoi. Je vais leur faire comprendre les choses. Je suis Bien sûr, pas voilà, c'est pour. catégorique à dire non et puis c'est tout. Je te dirai pas pourquoi. C'est non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y en a qui le font, mais moi c'est pas mon truc. Oui, voilà. Donc voilà, non, mais c'est pour aussi, voilà, on a bien situé la maison d'édition, voilà ce que tu proposes aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit aujourd'hui, mis à part un manuscrit exceptionnel, peut-être, mais c'est pour 2025, c'est ça les publications, les prochaines, puisque tu vas Oui, être oui, un peu oui. à court. Tu vas être, Bah, oui, voilà. à part, ouais, là, la seule chose que je vais retenir en ce moment pour la fin de l'année 2024, ça sera des romances de Noël.
parce que j'en ai pas beaucoup pour le moment. Donc forcément, là, oui, je vais pouvoir les retenir pour la fin de l'année 2024, mais le reste, ça sera 2025. Ouais. Pour dire aux auteurs qui seraient intéressés par ta maison d'édition que voilà, toi, tu es plus intéressé aujourd'hui par la romance de Noël, que tu peux encore éditer ça pour la fin de l'année. Autrement, après, on passera sur 2025 pour le reste, Oui. entre les relectures, les machins, les préparations. Donc, on en est là, quoi. Oui. Non, mais c'est pour dire. Et je peux te dire que le catalogue, il est déjà, enfin, le planning, il est déjà très, très chargé pour 2024. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, je mets toujours mes auteurs déjà présents dans la maison d'édition en priorité. Et donc, forcément, je suis obligée de garder certaines places parce que je sais que des auteurs m'ont dit, moi, je vais t'envoyer un manuscrit, mais à telle date. Donc, voilà, les places sont déjà réservées et je ne peux pas les donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Mais après, il y aura plein de nouveaux auteurs déjà en 2024. Et puis pour 2025, je compte aussi prendre de nouveaux auteurs. Donc, je laisse la chance à beaucoup de personnes. Bien sûr, voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire aussi, voilà, si aujourd'hui, moi, le petit truc que je veux dire, le petit message aussi, c'est si vous êtes auteur de romance ou dans le style de la maison des plumes de Mimi, n'hésitez pas quand même à lui envoyer votre manuscrit parce que là, on a quand même affaire à une très bonne maison d'édition. Et puis, Émilie, elle sera ravie d'échanger avec vous aussi pour relire votre manuscrit, parce qu'aujourd'hui, Émilie, elle lit les manuscrits. Ce n'est pas une maison d'édition qui vous répond avec un message préprogrammé. Non, non. C'est super votre ouvrage, alors qu'ils n'ont pas lu. Bon, bref. Ouais, non. C'est pour expliquer ça, voilà. Mais en tout cas, Émilie, je te remercie pour cette petite interview. J'espère qu'on a bien présenté les plumes de Mimi. Voilà. Je pense. Donc ça, voilà. On a fait le tour un petit peu de ton métier, un petit peu de la maison d'édition. Et puis, écoute, merci infiniment et à très, très vite. Et merci à toi et bonne journée à tous. À bientôt. Ciao, ciao.